Bienvenue dans ce deuxième épisode de la série où j'essaye de passer de 1000 € à 10 000 € devant tes yeux. On va analyser mon portefeuille que j'avais créé en 2024, en mai plus précisément, et on va voir où on en est actuellement. Donc reste bien jusqu'à la fin car tu vas découvrir ma stratégie complète de prise de profit. À quel prix je vends, en quoi je place mes bénéfices. Je rappelle que dans cette vidéo, je présente ma propre expérience et ma propre stratégie, donc c'est pas un conseil en investissement financier. Pour faire un petit rappel, dans la première vidéo, je vous ai présenté la manière dont j'allais suivre et gérer mon portefeuille. Et je l'ai modifié parce que j'avais un Excel assez bancal. Et puisque ça faisait 4 mois que j'y avais pas touché, j'avais à peu près 2000 lignes à remplir à la main. Donc j'ai changé de méthode. J'ai opté pour l'agrégateur de CoinGecko. Il est loin d'être parfait, il est même plutôt mauvais, mais c'est le seul qui prend autant de crypto et qui a le scale. Si vous vous rappelez, j'avais mis 1000 € sur 4 cryptos. Donc DYDX, Akash Network, Agix et Sky Network. Agix depuis a migré avec Ocean Protocol et FET, donc maintenant c'est le projet ASI, donc mes tokens ont automatiquement migré vers ce nouveau token. Et donc on avait un investissement initial de 250 € sur chacune de ces 4 crypto-monnaies. Et le marché s'est retourné entre temps. Et c'était une erreur de ma part parce que je voulais faire tellement cette série, elle me tenait vraiment à cœur, j'avais vraiment envie de la faire, et je n'ai pas pris en compte le marché. Si on fait le bilan par crypto-monnaie, donc j'avais mis 250 € sur DYDX, il reste 124,58 €. Donc là, on s'est pris une belle baisse, où voilà, c'est un retracement continu depuis que j'avais acheté, puisque j'ai un coût moyen d'achat à 1,87 €, et on peut voir que c'était ici, voilà, en mai que j'avais acheté sur ce petit plateau, et on a crash depuis sans faire de pause. Et DYDX, je pense encore aujourd'hui que c'est un projet qui a un beau potentiel, on verra ensuite mes cibles. Si on fait un bilan sur ma position de Akash Network, c'est pareil, j'avais 250 €, il m'en reste 130, donc 47% de baisse aussi sur cette position. J'avais un coût moyen à 5 €. Et on peut voir que c'était à peu près ici que j'avais acheté, donc pendant la remontée ici, et que je me suis fait déglinguer sur ce retracement. Si on regarde Agix, c'est moins pire. J'avais mis 250 €, il en reste 185, donc j'ai perdu que 25% entre guillemets. J'avais un coût moyen de 1,96 € et du coup j'avais acheté à peu près ici, sur ce plateau, et depuis on a fort retracé, mais le token est en train de pumper puisqu'on est passé de 75 centimes à 1,50 €, donc il a fait x2 dernièrement, donc ça fait du bien au portefeuille. Et la quatrième crypto du portefeuille, c'était la plus risquée de toutes, c'était le projet risqué du portefeuille, et bien c'est le seul qui a bien tenu le retracement, puisque j'avais acheté ici en mai, ça a commencé par crash et perdre 75% de sa valeur, et le token a refait x3 depuis. Donc je suis en bénéfice de 10% encore sur ma position. Donc bon, j'avais mis 250, j'ai 274, ça permet de limiter la casse. Et si on regarde mon portefeuille actuel, sur les 1000 €, il me reste 716,42 €. Donc j'ai perdu 28%, je suis à 28% de baisse sur ma position. Et si on regarde depuis que j'avais investi, on voit très bien que ça a commencé par descendre très rapidement. Et ensuite, on a eu un plus bas autour des 500, voilà, 500 €. Et c'est remonté. Donc au plus bas, j'ai perdu quasiment 50% de mon portefeuille. Et donc c'est là où on voit que bon, quand on est investi à des mauvais timings de marché sur les cryptos, on peut vraiment prendre des très grosses claques très rapidement. Et donc comment j'ai fait pour survivre à cette baisse? Bah c'est simple, j'ai rien fait. J'étais conscient que j'avais fait une erreur au niveau de mon timing d'entrée, mais j'étais aussi conscient que vendre à perte à ce moment-là du cycle, puisque dans mon analyse, les crypto-monnaies allaient remonter et qu'on va retoucher des nouveaux plus hauts sur quasiment toutes les crypto-monnaies, c'était une erreur de vendre. Donc, j'attends et je réajuste et reprécise ma stratégie. C'est la seule chose à faire. Si on a des liquidités dans ces périodes-là, c'est génial pour les réinvestir. Et puisque mon objectif c'était de passer de 1000 à 10 000, si je commence à réinvestir, forcément que je vais arriver très rapidement à 10 000. Donc voilà, le but ça va être de voir maintenant comment je vais réussir à m'en sortir pour atteindre mon objectif de 10 000 €. Et donc ça c'est mon nouveau tableur entre guillemets, j'ai surtout fait un gros tri parce qu'ici on avait une ligne de données qui allait jusqu'à très loin, donc ça j'ai tout enlevé et j'ai reprécisé ma stratégie. Et donc mon nouveau tableur se compose en 3 parties. La partie du haut c'est le suivi simple du portefeuille, donc la valeur investie, la valeur actuelle, et d'ailleurs juste je ne l'ai pas mis à jour ici. En bas à droite on a la liste des ordres que j'ai achetés, donc on voit que c'était le 15 mai que j'avais acheté, et en bas on voit mes prix de sortie. On va se pencher sur ça après. D'abord on va aller regarder les règles. En bas à gauche j'ai toutes les règles qui vont régir ma stratégie, et c'est les règles de stratégie que j'ai beaucoup modifiées. J'ai profité d'un retracement pour
réaffiner mes objectifs et ma stratégie. Donc, ma stratégie, ça va être quoi? On se rappelle, j'ai fait un lump sum sur 4 valeurs. Donc, c'est-à-dire que j'avais investi tout d'un coup. On a deux manières d'acheter, soit un lump sum, donc on achète tout d'un coup, on claque toutes les liquidités d'un coup, soit on achète en DCA. Statistiquement et en moyenne, le lump sum est plus gagnant sur le long terme. Et là, coup de malchance, je me suis pris la variance, j'aurais largement gagné plus d'argent en faisant un DCA puisque j'aurais réinvesti tout le long du retracement et je serais en positif global sur le portefeuille. Bon, ça, c'est à savoir, c'est le risque du lump sum. Et du coup, c'est surtout au niveau des stratégies de vente que je vais vraiment tout modifier. Puisqu'en fait, si on se rappelle, j'avais mis énormément de conditions sur au niveau de la performance et de la surperformance. Donc c'est-à-dire s'il y avait une crypto-monnaie qui arrivait à 30 ou 40% du portefeuille, je les revendais pour aller sur les autres, etc. Et j'ai totalement supprimé ça, je vais faire différemment, puisque je me suis rendu compte qu'avec un portefeuille de seulement 4 crypto-monnaies, volatiles qui plus est, les valorisations dans le portefeuille, en fait, changeaient d'un jour à l'autre de plusieurs pourcents à plusieurs dizaines de pourcents, donc c'était pas du tout pertinent. Donc j'ai totalement modifié. Et les règles sont les suivantes. L'objectif du portefeuille, c'est toujours d'atteindre 10 000 $, 10 000 euros. Donc si j'atteins 10 000 euros, je vends tout d'un coup. De la manière suivante, donc je vais vendre mes crypto-monnaies en deux phases. Je vais prendre un take profit numéro 1, donc une prise de profit numéro 1, donc c'est mon TP1 qui est ici. Et alors, j'ai deux méthodes. Soit les crypto-monnaies atteignent leur premier prix de vente avant que Bitcoin touche les 100 000 $. Dans ce cas-là, je vais prendre ces liquidités et je vais les réinvestir sur les trois autres, ou sur les deux autres, ou sur celles qui n'ont pas encore atteint cette zone de prise de profit. Si jamais les crypto-monnaies touchent cette prise de profit après que Bitcoin ait dépassé les 100 000 $, je vais considérer que ça commence à être risqué de réinvestir sur des plus petites, et je vais distribuer ma liquidité en deux, et donc on va avoir moitié-moitié de mes bénéfices qui vont aller sur du Bitcoin, et l'autre sur du Pax Gold. On verra exactement ce que c'est le Pax Gold ensemble, mais pour faire simple, c'est de l'or tokenisé. Et ensuite, si j'atteins ma deuxième prise de profit, je vais aussi faire moitié-moitié en or, donc Pax Gold et Bitcoin, et je vais vendre une grande majorité de mes Bitcoins, plus de 90%, en euros, et donc là j'aurai imposition, etc. Et je pourrais aller rediriger ces flux vers de l'immobilier et de faire du levier bancaire, une autre partie vers la bourse, etc. Donc je vais aller me diversifier ensuite à la suite de cette grosse prise de profit puisque j'aurais fait un coup en crypto-monnaie. Avant de regarder mes prix actuels, on va regarder les prix que j'avais fixés au début. Et donc, au début, j'avais mis pour DYDX un prix de sortie à 9,90 €. Et si on regarde sur la charte, ça donne à peu près cette zone-là, ce qui coïncide avec la liquidation de l'ancien haut et cet énorme order block. Et en fait, ces zones, au début, je les avais définies de manière purement technique. C'était juste de l'analyse technique. Je n'avais fait aucune analyse d'ordre de grandeur au niveau des capitalisations. Et bon, ça c'était aussi une erreur. Et on va voir ici comment je vais remanier ces zones. Donc ma première zone, on avait dit que c'était à 9,5. Donc mon prix de vente était ici, à l'origine. Et par rapport au cours actuel, ça fait à peu près 1 fois 9 sur DYDX. Sur Akash, j'avais défini une zone, simplement parce que c'était un chiffre rond, à autour des 25 €. Donc un petit peu en dessous, 24-25 €. Et par rapport à cours actuel, ça fait quasiment 1 fois 10 aussi. Et le Sky Network, c'était 22 centimes, mon prix de vente, donc qui était la liquidation ici et l'order block autour des 20 centimes. Ici, un énorme order block, et c'était une zone purement technique que j'avais définie. Et par rapport au cours actuel, ça fait 1 fois 4,5. Donc là, on voit actuellement que ces premières zones que j'avais définies, elles ne sont plus pertinentes, parce qu'on voit que les échelles de risque-récompense ne sont plus respectées. Des projets plus risqués, comme Sky, devraient avoir des meilleures performances théoriques que DYDX ou Akash. Et donc, on va voir le dernier, c'est Asie, et le prix de vente, c'était 10 €. Et donc, par rapport au cours actuel, ça fait à peu près 1 fois 5. Donc là, on voit directement qu'il y a deux zones de prise de profit différentes. Il y a Sky et Asie, où on est encore sur un x5 par rapport au cours actuel, et on a Akash et DYDX, où c'est plutôt un x10. Donc c'est pour ça que je vais remanier ces zones de prise de profit, parce que pour moi, elles sont plus du tout pertinentes à l'heure actuelle. Enfin, les ordres de grandeur sont encore relativement bons, on va dire que c'est pas de la folie, mais c'est plus du tout pertinent, c'est plus précis. Et du coup, j'ai passé environ une dizaine d'heures à répertorier des bases de données, des historiques de capitalisation au fur et à mesure de toutes les années. Et je me suis fait un tableur d'évolution. Et donc, on peut aller voir rapidement mon bilan que j'avais fait ici.
Donc ça c'est le top crypto, donc top 10, top 20, top 50, top 100, top 200, top 500, top 1000, top 2000. Et là on voit les différents cycles. Donc 2018, 2021. Et là c'est mes projections pour les 2 futurs cycles. Si on suit ce qui s'est passé dans l'histoire, ça n'assure en rien ce qui pourrait se passer, mais c'est bien pour avoir une représentation, pour avoir une stratégie. C'est bien de se baser sur l'histoire pour avoir une stratégie. Donc pour moi, le bull run 2025 sera l'ATH. Donc ce ne sera pas 2024, pas 2026. Il y a très grande chance que ce soit 2025 et le cycle suivant 2029. Tout simplement parce que historiquement, les cycles sont tous de 4 ans. Et ici, les chiffres que vous voyez, c'est les multiples, donc entre 2 ATH. Donc par exemple, on prend le cas de Asie, on aurait un ATH ici de 2021, et imaginons que ça c'est l'ATH de notre bull run. Eh bien, je vais prendre ce ratio-là, et je vais faire une moyenne pour toutes les crypto-monnaies autour de ces classements, et je vais reporter ça. Et en fait, on voit sur les 2 dernières années qu'il y a une énorme baisse de la volatilité, sauf sur les cryptos qui sont dans le top 1000, top 2000. Et du coup, en fait, j'ai juste prolongé la baisse de la volatilité, et ça peut nous donner des estimations de capitalisation pour chaque classement. Par exemple, mon top 10, ma projection, c'est qu'il y a une capi entre 40 et 50 milliards, et j'ai la même chose pour mon top 20, top 50, top 100, top 200, et pour chaque classement, j'ai eu un ordre de grandeur en tête de la capitalisation qu'une crypto-monnaie pourrait atteindre. Donc ça, c'est super pour avoir des ordres de grandeur très précis, et du coup, mes prises de profit, ça va être les suivantes. Sur DYDX, le premier, ça va être à la liquidation ici. Donc, je vais vous le mettre en vert. Ça, c'est ma première prise de profit où je vais vendre 70% de ma position. Et ma deuxième zone de prise de profit, elle va pas avoir bougé. C'est autour, voilà, des 9 € ici. Et donc là, c'est plus basé sur l'analyse technique, même si ça corrèle, on voit. Mais c'est basé simplement sur des éléments fondamentaux et avec des ordres de grandeur. Et après, on va corréler ça avec de l'analyse technique. Donc ici, j'avais un prix entre les 4 et les 6 $ pour la première prise de profit. Et on voit que ça liquide et on voit que ça corrèle avec la liquidation ici. Donc, je vais le placer juste après. La même chose ici. On va pas attendre les 10 $ qui est un chiffre rond psychologique extrêmement fort. On va prendre des profits dans l'order block juste avant. Et donc voilà, je vais utiliser cette méthode. Un mix entre analyse d'ordre de grandeur via l'historique et d'analyse technique pour préciser ma zone de prise de profit. Sur le Akash, mes prises de profit, ça ne va pas être 25 $. Parce que pour moi, c'est trop haut. C'est trop ambitieux. Donc je vais faire une première prise de profit autour des 11 $ ici. Et une deuxième prise de profit autour des 15 $ ici. Et donc pour moi, je vais essayer de vendre petit à petit 70% à 11 $ et les 30% restants autour des 14-15 $ ici. Et donc on voit que en utilisant des ordres de grandeur sur des crypto-monnaies qui vont chercher des nouveaux ATH, c'est beaucoup plus pertinent. À la limite, sur des crypto-monnaies qui remontent et qui ont déjà vécu un cycle, on peut positionner grâce à l'analyse technique, mais sur des crypto-monnaies qui découvrent des ATH, c'est super intéressant d'utiliser des ordres de grandeur. Ensuite, on va aller regarder mes cibles sur Sky Network. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur des crypto-monnaies très risquées comme celle-ci, on peut avoir des rendements absolument fous. Parce que le projet a à peu près 30 millions de capitalisation et autour du top 750, 740. Donc, ça peut monter très très vite. Ça peut être vraiment très rapide. Mais dire que la hausse va être aussi rapide que la baisse derrière. Donc c'est très important, encore plus sur des petits projets comme ça, de prendre des profits par palier. Même si on sait pertinemment que ça peut continuer à monter, si jamais ça retrace et que le projet s'effondre, on aura tout perdu. Donc il faut vraiment être très prudent sur ce genre de projet. Paradoxalement, puisque ce sont les plus risqués, c'est ceux où on a envie d'aller chercher le plus gros gain possible. Mais il faut quand même pas oublier de prendre des profits au long de la hausse. Et j'ai revu énormément mes ordres de grandeur sur ce projet, puisque mon premier TP va être après la liquidation ici, autour des 50-55 centimes. Et donc ici, je vendrai 70% de ma position. Sur les coûts actuels, et donc un petit peu en dessous, puisque mon prix d'achat était un petit peu plus bas, ça fait un x10 à x12 sur ce projet, ce qui est assez pertinent. Et par contre, on va aller ensuite chercher un deuxième TP, plus ambitieux, puisqu'on a déjà quand même pris des gros profits, autour de 1 €, juste en dessous les 1 €. Et donc pour moi, ça va être déjà très pertinent, puisque ça va faire rentrer le projet dans un top 300,
ce deuxième TP. Donc ça me paraît compliqué pour un projet aussi jeune et qui n'est pas encore très mature, il faut le dire, même si il se développe très vite, d'entrer dans un top 200, 300, à moins qu'il y ait un énorme FOMO, mais miser sur un FOMO, c'est comme miser sur des mêmes coins, donc bon. Moi je vais essayer je vais essayer de réfléchir de manière mathématique, on va dire. Et donc, prendre des profits sur cette zone-là, une grosse partie, et puis laisser 30% un petit peu plus défiler et profiter de la hype, du bull run, etc., de l'euphorie, ça peut être pertinent sur des petits projets. Puisqu'il aura fait des grosses performances, on peut avoir des engouements beaucoup plus rapides et puissants sur ce genre de petits projets. Et du coup, si nos zones de prise de profit sont atteintes, ça donne quoi? Pour la première, on arrive à sortir 4438 € de la première phase de prise de profit. Et la deuxième, on arrive à sortir 3081. Donc au total, on arrive à sortir 7520 €. Donc c'est pas les 10 000 € qu'on espérait avoir au début. Mais du coup, comment je vais faire pour atteindre 10 000 €? Alors, K1, on a les crypto-monnaies qui atteignent leur prise de profit après que Bitcoin soit à 100 000 €. Dans ce cas-là, je n'arriverai à sortir que 7520 € et j'aurais fait que x 7,5 et pas x 10. Très bien, ça me va, c'est ma stratégie de toute manière. Faut bien avoir une stratégie précise, et moi celle-là elle me convient bien, elle me paraît très pertinente, donc bah, je suis ok à ne pas avoir atteint la totalité de mon objectif, mais avoir quand même pris des profits et sécurisé mes positions. Et deuxième cas, c'est s'il y a des crypto-monnaies qui surperforment tellement qu'ils arrivent à toucher leur zone de prise de profit avant que Bitcoin touche les 100 000 €. Et dans ce cas-là, ça dépend. Si c'est DYDX ou Akash, on voit que ma prise de profit ne va pas me permettre de sortir assez d'argent, même si je l'ai réinvesti, pour pouvoir atteindre les 10 000 €. Par contre, si c'est Sky ou Asi, puisque les 2300 ou les 1200 vont être réinvestis, si Bitcoin n'a pas encore atteint ses 100 000, on arrivera très certainement à les refaire fructifier un petit peu, jusqu'à ce que les autres crypto-monnaies atteignent leur prix de vente. Et ici, on a peut-être une chance, entre guillemets, de atteindre les 10 000 €. Mais en tout cas, ma stratégie précise, si on se base sur aucun facteur chance, etc., c'est 7500 € de sortie. Donc j'ai pas atteint mon objectif initial. Et si jamais j'ai de la chance, qu'il y a une surperformance, j'ai un potentiel d'arriver aux 10 000 € prévus. Et tout à l'heure, vous m'avez entendu parler du Pax Gold de Paxos. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je fais ça? Le Pax Gold, c'est de l'or tokenisé par la société Paxos. Tout l'or tokenisé qu'on va acheter sur la blockchain, ça va être des réels lingots d'or qui vont être stockés dans la LBMA, qui est l'autorité des métaux précieux de Londres. Donc c'est quelque chose de assez solide et de très réglementé. Et la société Paxos est auditée. Il y a des audits de preuves de réserve tous les mois. Et le dépositaire, donc la LBMA, est audité de manière journalière. Donc là, on sait que c'est du très sérieux, en tout cas. Et donc, quels sont les risques quand même du Paxos? Faut quand même parler des risques. On reste sur des tokens. Donc on peut avoir un piratage du smart contract. On peut avoir un vol de clés privées ou de tokens sur la blockchain, ce qui n'est pas le cas de lingots d'or physiques stockés en banque ou d'or papier. Et on a un risque de dépeg. Et si jamais la société Paxos a des soucis, etc., on pourrait avoir un risque de dépeg, même si il est stipulé dans les audits, etc., que les fonds des clients sont séparés des fonds d'entreprise. Donc normalement, ce risque est extrêmement minime, voire inexistant. Et donc moi, ça va me permettre de faire quoi? Ça va me permettre de rester dans le secteur des crypto-monnaies, donc d'avoir une assiette fiscale qui ne va pas être posable sur cette part-ci, puisque en Europe, les actifs tokenisés, comme de l'or tokenisé tel que le Paxos, donc là je me suis renseigné, mais je ne peux rien garantir, et pour ce genre d'optimisation fiscale, je conseille de vous rapprocher de professionnels du secteur. Il me semble que si on reste en Pax Gold, si on passe de Bitcoin à Pax Gold, on n'est pas imposé, il n'y a pas d'assiette fiscale imposable. Et ça nous permet de faire quoi? Imaginons, on part de 10 000 €, un investissement de 10 000 € classique, et on arrive à 100 000 € en crypto-monnaie. Donc un beau cycle, on a réussi à prendre des profits, etc. On a deux versions. Soit on passe donc tous nos profits en Bitcoin puis en euros, donc là on a assiette fiscale et imposition, puis ensuite on va acheter de l'or physique ou de l'or papier. Ça nous fait quoi? Ça nous fait une assiette fiscale de 100 000 € et donc 90 000% de plus-value, ça fait 27 000 € d'impôts. Il nous reste 67 000 €. Et de l'autre côté, si on reste en Pax Gold, on reste à 100 000 €, puisqu'on n'a pas d'assiette fiscale. Et donc imaginons, on est exposé à l'or, et l'or prend 20%. Donc on arrive dans le premier cas à 75 000, et dans le deuxième cas à 120 000. Donc si on a une performance de 20% sur l'or en quelques années, ce qui est relativement raisonnable,
Ensuite, on va être imposé. Donc, flat tax sur la performance du Pax Gold lorsqu'on va le sortir. Donc, il restera 84 000 euros. Et de l'autre côté, on est à 11,5% si on attend assez longtemps sur l'or physique. Et donc, il nous reste 68 000 euros. Et d'ailleurs, pour ce cas-là, j'ai pris le cas le plus optimiste, puisque si vous passez par de l'or papier ou des ETF, vous allez être imposé au régime de la flat tax, donc ce sera encore plus bas que ça. Et donc là, on voit qu'en optimisant et en attendant assez longtemps, on va quand même optimiser 23% sur cette simulation. Donc voilà, ça c'est un manque à gagner qu'on peut aller chercher assez facilement en faisant une optimisation fiscale, en laissant travailler de l'argent sans passer par la case impôt. Et encore une fois, je répète une seconde fois, je ne suis pas sûr que ce que je dis est 100% réglementaire, puisque la réglementation change extrêmement vite au niveau de la blockchain et des actifs tokenisés et des crypto-monnaies. Donc ce que je dis là, je suis quasiment certain que c'est vrai, puisque j'ai feuilleté vraiment des dizaines de fois tous les papiers de réglementation au niveau des actifs tokenisés et des crypto-monnaies. Mais en Europe, ça peut changer très vite. Ce que je dis maintenant ne peut déjà être pas vrai maintenant, mais encore moins dans le futur. Tout peut changer très vite. Donc, je vous conseille de vous rapprocher de professionnels du secteur. Et après avoir attendu, vécu des retracements, des pertes latentes, à être stressé, ce serait bête de tout perdre à cause d'un piratage ou d'un problème de sécurité, une fois le bull run totalement fini et tes prises de profit effectuées. Donc si jamais tu veux être accompagné, pour être sûr que ça ne t'arrivera jamais, je te laisse cliquer sur le premier lien en description. Et si la vidéo t'a plu, tu peux me le rendre en t'abonnant, et je t'invite à aller voir ma dernière vidéo où j'analyse entièrement Polygon, token POL.